Je suis professeur titulaire de l'éducation nationale, professeur de français et d'histoire géo en banlieue depuis 1993. Il y a 3 ans, j'ai quitté la France parce que, après avoir tenté de monter des projets pour aider en particulier les jeunes des quartiers populaires qui étaient en train de sombrer dans l'illettrisme, c'est-à-dire qu'ils n'apprenaient pas bien à lire et à écrire à l'école, j'avais monté une association qui s'appelle le RAID, et cette association avait comme objectif d'essayer de régler les problèmes de l'école et de l'échec scolaire pour les jeunes des quartiers populaires. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver les financements que j'espérais pour montrer que le problème de l'illettrisme, c'est-à-dire de l'échec scolaire, était un problème qui venait plutôt de l'école quand on pensait qu'il venait uniquement des enfants. C'est-à-dire que l'école mettait exprès, je vais parler en termes simples, des méthodes pour que les enfants ne réussissent pas, en accusant parallèlement les enfants et en accusant aussi leurs parents. Donc, ça c'était en 2008, j'ai créé cette association, et cette association, malheureusement, ou je dirais bien sûr, n'a pas trouvé les financements pour fonctionner. Donc j'ai continué à me battre à l'intérieur de mon établissement scolaire, et je n'obtenais jamais aucun résultat. N'ayant pas obtenu des résultats, j'ai fini par considérer qu'il n'y avait plus rien à faire en France, et j'ai pris la décision de quitter ce pays avec mes enfants, et je suis partie en Égypte. Je ne suis pas égyptienne d'origine, je suis d'origine algérienne, mais disons que j'ai choisi d'aller en Égypte, et en effet, je suis partie en Égypte, où j'ai vécu 3 ans, et tous les ans, je reviens voir ma mère ici en France. Cet été, je suis revenue comme d'habitude du Caire, et j'ai pris la décision de nouveau de rester en France, à cause de la théorie du genre. Alors, qu'est-ce qui m'a fait espérer qu'on pouvait gagner quelque chose en France aujourd'hui, sur cette question de la théorie du genre, et sur ce combat qu'il va falloir mener de manière déterminée, c'est la manif pour tous. C'est-à-dire que quand j'étais au Caire, je regardais Internet, vous savez qu'avec Internet, on a la chance de ne pas quitter sa maison d'une certaine façon, puisque j'ai toujours eu des nouvelles de la France, et j'ai vu, au bout de quelque temps, que les catholiques français se battaient à mort pour que le mariage homosexuel ne soit pas légalisé, et qu'on ne parle d'ailleurs même pas de mariage concernant les liaisons homosexuelles, puisque le mariage ne peut concerner qu'un homme et une femme qui ont l'intention d'élever leurs enfants à eux. Or, le mariage homosexuel était déjà une décision qui, de ce point de vue, ne peut pas aller avec la nature, je parle toujours en termes simples, dans la mesure où, par définition, ils ne peuvent pas avoir d'enfants eux-mêmes. Et le mariage réunit quand même, à la base, des gens qui vont élever leurs propres enfants, c'est-à-dire des enfants qui sont sortis du rein des hommes et du ventre des femmes. Or, ce mariage homosexuel, les catholiques ont très bien compris, et ils ont raison, d'ouvrir une autre époque, non seulement en France mais dans le monde, dans la mesure où on allait, entre guillemets, fabriquer des enfants d'une façon qui n'était pas naturelle. C'est-à-dire que les enfants allaient être maintenant des marchandises qu'on allait acheter, et que pour acheter des enfants, on allait mettre en œuvre des façons, des procédés qui allaient être aussi dégueulasses les uns que les autres. C'est-à-dire que, par exemple, on va, comme l'a dit Pierre Berger, le propriétaire des médias, notamment du Monde, on allait louer le ventre des femmes. Louer le ventre des femmes, je dirais qu'il aurait dû rajouter des femmes pauvres et des femmes du tiers-monde. Des femmes qui, à cause de l'exploitation mondiale dont les peuples aujourd'hui sont victimes, vont être amenées à vendre le fruit de leur ventre et de la rencontre qu'elles auront forcément effectuée avec le principe masculin, puisqu'un enfant ne peut pas être autre chose que la rencontre du principe masculin avec le principe féminin. Et lorsqu'il s'est fait jusqu'à présent de manière naturelle et gratuite, il va se faire à partir du mariage homosexuel de manière scientifique et payante. Donc nous allons assister à toutes les dérives, c'est-à-dire à toutes les saloperies, qui sont que l'argent va entrer dans la procréation et dans le commerce des enfants et des femmes. Parce que bien évidemment,
qu'ils se prétendent marier, les homosexuels, ne leur donnera pas pour autant le pouvoir que la nature ne leur a pas donné, c'est-à-dire de faire leurs propres enfants. Je ne vais pas insister sur cette question, parce que je pense ici, d'après les regards qui sont dirigés vers moi, que vous avez tous compris, que nous sommes entrés dans une période qui est absolument catastrophique. C'est une période qui est satanique. Il n'y a pas d'autre mot pour désigner aujourd'hui notre époque. J'ai coutume de dire, et je le répète ici aujourd'hui, que la plus grande victoire du diable à l'époque moderne, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Et effectivement, aujourd'hui, les gens pensent que le diable n'existe pas, et en conséquence, ils ne s'en protègent pas. Or, dans des périodes reculées de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire du monde, les êtres humains étaient conscients de l'existence de pouvoirs maléfiques qui pouvaient les entraîner vers des modes de vie et des comportements diaboliques, et ils s'en protégeaient de différentes façons, notamment en se réunissant ensemble pour combattre les forces du mal. Maintenant, la société moderne nous a divisés, elle nous a séparés, elle a même brisé les familles dans lesquelles habituellement, je veux dire des femmes de mon âge, avions coutume de vivre notre enfance, c'est-à-dire avions coutume de vivre dans des familles où le père et la mère, quels que soient les conflits qui pouvaient éventuellement les séparer, ne divorçaient pas. Aujourd'hui, nous avons affaire à des divorces qui ont atteint un taux en France, mais pas seulement dans le monde entier, qui bien évidemment va profiter à la théorie du genre. On peut même se demander si ces divorces ne sont pas encouragés. Comme vous le savez, la religion catholique chrétienne interdit le divorce, parce que dans le christianisme, le mariage est un sacrement, c'est-à-dire une relation sacrée entre les deux êtres qui se sont unis face à Dieu. En islam, le mariage n'est pas un sacrement, mais c'est un contrat, et on dit même que si le divorce est autorisé, c'est la chose la plus détestée de Dieu. En conséquence, nous sommes arrivés dans une période moderne maintenant, où, tenant pour acquis l'athéisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de Dieu et de ses propositions qu'il a faites aux hommes pour nous faciliter la vie. Parce que dans les commandements que nous avons reçus de manière traditionnelle, il y a évidemment des conseils qui ont été donnés aux hommes pour les guider. Ces conseils qui ont été donnés aux hommes pour les guider ont aujourd'hui été totalement salis, rejetés, et on a mis à la place le pouvoir de l'homme seul et le pouvoir de l'argent. Et le pouvoir de l'homme seul, ça veut dire le pouvoir de ce qu'il veut faire, et ce qu'il veut faire, c'est forcément, comment vous dire, l'objet d'influence. Je vais vous donner les choses en termes simples. Lorsque vous passez votre temps devant la télévision, vous êtes l'objet et vous êtes victime de, par exemple, ce qu'on appelle la publicité. Lorsqu'on vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre de regarder la télévision et vous êtes libre en effet d'être influencé par la publicité. C'est ce que mon père appelait la liberté de coucher dehors. Aujourd'hui, nous sommes libres en effet de nous faire dominer et de nous faire voler nos enfants, puisque je reviens à la question qui vient de nous réunir aujourd'hui. La théorie du genre qui est introduite aujourd'hui à l'éducation nationale est un projet qui n'est pas pédagogique, qui n'est pas positif, mais qu'il s'agit en vérité d'un véritable braquage qui s'opère sur nos familles. Et ce braquage, ce vol, concerne nos enfants. Il est question, excusez-moi l'expression, de les transformer en Kleenex sexuels au profit d'un certain nombre de gens qui n'auront à leur égard absolument aucune pitié. Donc, cette théorie du genre, en un mot, je l'ai expliqué dans les vidéos que j'ai diffusées sur Internet, elle peut se résumer très facilement parce que je ne vais pas vous encombrer avec toutes les analyses qu'on peut faire autour de cette théorie. D'abord, cette théorie, au niveau de l'éducation nationale et des agents fonctionnaires de l'État, n'est pas assumée. C'est-à-dire qu'on dit qu'elle n'existe pas. Vous voyez ? C'est comme le diable, il n'existe pas. Donc on n'a pas besoin de s'en protéger. La théorie du genre non plus n'existe pas. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'en protéger vos enfants. Or, la théorie du genre, comme le diable, existe bel et bien, et vous devez vous lever pour protéger vos enfants, sinon ils seront sacrifiés. Et je pèse bien mes mots.
Qu'est-ce que c'est que cette théorie du genre? Cette théorie du genre, elle est à l'école et elle ne s'appelle pas la théorie du genre, elle s'appelle, par exemple, lutte contre les stéréotypes de genre. Alors, bien évidemment, on n'y comprend rien. D'abord, je vais vous définir ce qu'est un stéréotype. Un stéréotype, c'est, d'après eux, d'après l'éducation nationale et les agents qui sont aujourd'hui payés pour accuser nos enfants d'être atteints de la maladie des stéréotypes, un stéréotype, c'est, par exemple, une petite fille qui veut jouer avec une poupée et on va gentiment, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que vous ne pourrez rien reprocher puisqu'il n'y aura pas de vraie violence ouverte. On va gentiment lui retirer la poupée et l'inciter doucement, c'est le fameux West-West, pour ceux qui comprennent, à jouer avec un camion. Et le garçon qui, lui, voudra jouer avec un camion, doucement, avec le sourire, on lui proposera de jouer avec une poupée. Et on a là la mise en application de la lutte des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on va proposer aux filles d'avoir des activités qui, d'après nous encore, étaient des activités masculines, des jeux masculins, et on va proposer aux garçons d'avoir des jeux féminins. Et lorsqu'on dit, eh bien non, une fille, c'est quand même plus naturellement portée à jouer à la poupée, ou un garçon, c'est quand même plus naturellement à jouer au soldat, on va vous dire, mais madame, l'égalité garçon-fille. L'égalité garçon-fille. Et cette égalité garçon-fille, elle va cacher justement cette lutte contre les stéréotypes, c'est-à-dire cette lutte contre le caractère naturel des garçons et des filles. Et on va se retrouver à proposer, pourquoi pas, aux enfants à partir de 4 ans dès la maternelle, à envisager qu'un garçon puisse s'habiller comme une fille et qu'une fille puisse s'habiller comme un garçon. On envisagera plus tard au collège des métiers traditionnellement attribués aux femmes, on leur proposera d'en être eux-mêmes les représentants. On proposera par exemple aux filles d'être des flics, c'est déjà le cas, il s'est fait, et on pourra proposer aux garçons d'être des sages-femmes. Ce qui paraît, c'est déjà le cas aussi. Donc, ces choses-là vont s'aggraver, et l'école considère aujourd'hui qu'il est prioritaire, ça veut dire que c'est son rôle premier de lutter contre les stéréotypes de genre, et de lutter pour l'égalité filles-garçons, étant entendu que cette égalité vient casser ce qu'on peut appeler en termes un peu savants la complémentarité. Qu'est-ce que c'est que la complémentarité? La complémentarité, c'est un homme, une femme, 1 plus 1 égale 1. La complémentarité. L'égalité, c'est 1 plus 1 égale 2. Et on sait très bien qu'à partir de 2, ce qui risque de se passer, surtout dans le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est la guerre et la division. Donc, être complémentaire entre un homme et une femme, c'est avoir des possibilités pour une femme de faire des choses que l'homme ne fera pas, en contrepartie de quoi l'homme fera des choses que la femme ne fait pas, et ensemble, ça va constituer un cercle uni. La complémentarité ne concerne pas seulement le couple, elle concerne aussi les cultures, elle concerne aussi éventuellement les classes sociales, elle concerne des tas d'aspects de la vie quotidienne, et cette complémentarité est un principe de paix. Alors, ils nous ont inventé, depuis déjà très longtemps, plus de 2 siècles, une notion qu'on appelle l'égalité, sur laquelle tout le monde aujourd'hui, à propos de laquelle, tout le monde aujourd'hui applaudit, parce que ça semble être un terme positif, et en vérité, l'égalité, c'est pas l'égalité que vous croyez, c'est l'uniformité. L'uniformité, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence. Et s'il n'y a plus de différence, il ne peut pas y avoir de complémentarité. Il ne peut pas y avoir de secours mutuel. Il ne peut pas y avoir de solidarité. Et cette égalité, elle va créer une société, elle va créer une prétendue civilisation. En fait, ce ne sera pas une civilisation, ça va être la destruction de la civilisation. Cette égalité, en fait, elle va rendre les gens de plus en plus seuls, de plus en plus isolés, de plus en plus forcément malheureux, et de plus en plus atomisés. Atomisé, c'est un mot qui vient du mot atome, c'est-à-dire que vous vous baladez, mais vous n'êtes pas en contact les uns avec les autres, et comme vous êtes isolés,
eh bien vous êtes manipulable. Tout le monde sait dans cette salle, je vois qu'il y a beaucoup de croyants que, par exemple en islam, mais pas seulement, dans le christianisme aussi, on considère que la prière en commun a une plus grande valeur que la prière en solitaire. Pourquoi? Parce qu'ensemble on est plus fort, justement pour se battre contre le diable. Alors, on est en train de préparer un monde où on est tout seul, où d'ores et déjà, historiquement, beaucoup de dégâts ont été commis. On a cassé des pays, on a cassé des langues, on a cassé des cultures, on casse des religions, puisque aujourd'hui, avoir la foi en Dieu, en ses prophètes et en ses livres révélés, c'est considéré dans la société laïque comme un véritable crime, et on vous propose en échange, comme l'a dit monsieur Vincent Payon, une autre religion qui s'appelle la laïcité. Et cette laïcité, c'est la religion des temps modernes qui permet aujourd'hui de lutter contre les parents, le père et la mère, pour introduire la théorie du genre. Alors en 3 mots, je vais vous indiquer, je l'ai fait dans ma vidéo, je vous y réfère de nouveau, quelle a été l'évolution de l'école publique depuis 1880, lorsque Jules Ferry a décidé de la créer. 1880-83 la louche, fin du 19e siècle à 20 ans. On nous a laissé croire que l'école n'existait pas avant l'école publique de Jules Ferry. C'est évidemment faux. Les jésuites, par exemple en France, ont scolarisé de nombreux enfants et ont permis aussi à des enfants pauvres d'être lettrés. À partir de 1880, pour ne pas vous faire un cours d'histoire trop long et trop ennuyeux, une école publique a vu le jour. Et l'objectif de cette école publique, vous pourrez faire les recherches qui vous permettront de le vérifier, l'objectif de cette école publique a été de transformer les croyants en athées, les chrétiens en athées, les catholiques en athées. Cette transformation, historiquement, a été extrêmement violente, et je vous conseille de vous renseigner sur le sujet, notamment les musulmans, qui ne savent pas ce que les catholiques et les chrétiens ont vécu, et qui doivent le savoir parce qu'ils sont nos aînés. Vous savez que l'histoire des aînés, pour les cadets, c'est très important. Et je pense d'ailleurs que dans le cadre des journées de retraite de l'école, j'organiserai des rencontres entre catholiques et musulmans pour que les catholiques apprennent aux musulmans leur histoire et pour que les musulmans enseignent aux catholiques leur histoire aussi. Parce qu'il me semble aujourd'hui que les perspectives que nous avons sont des perspectives qui tiennent à la restauration de l'esprit traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, la restauration de l'esprit traditionnel? Ça veut dire que nous devons revenir à des choses naturelles et à des choses qui sont équilibrées, à des positions du juste milieu. La théorie du genre est un extrémisme total lorsqu'on ne tient pas compte du principe de réalité. On est dans un extrémisme complet. Et ceux qui vont vous dire que c'est la théorie du genre qui va sacrifier vos enfants, aujourd'hui, des femmes comme moi, mais je ne suis pas la seule, seront forcément traités de fascistes, d'antisémites et d'extrémistes tout poil. Mais moi, je suis en train de vous dire une chose. Vous êtes des femmes, vous êtes des hommes, et vous êtes un père et vous êtes une mère. Et aujourd'hui, même des textes officiels, on vient de supprimer la notion de bon père familial. Vous vous rendez compte? Parce que derrière tous ces projets, il est question d'abattre l'homme. C'est l'homme qui est en danger, et il l'est depuis déjà plusieurs décennies, et c'est le dernier, ou l'avant-dernier coup qui va lui être porté. Aujourd'hui, il est clair que le féminisme tel qu'il a été entendu dans certains groupuscules occidentaux est une véritable campagne de haine dirigée contre les hommes. Le problème, c'est que lorsqu'on se dirige contre une partie complémentaire à l'autre, on déséquilibre toute la société et on passe vers le sacrifice des enfants. Il faut absolument restaurer la figure du père, il faut absolument restaurer la dignité du nom du père, il faut absolument restaurer le couple dans sa dimension protectrice de l'enfant.
Malheureusement, bien évidemment, la théorie du genre à l'école n'arrive pas à n'importe quel moment. Elle arrive au moment où les couples ont explosé. Donc nous sommes, si je faisais un sondage, combien de divorcés dans cette salle? Ou quand on n'est pas divorcé, combien sommes-nous à vivre avec notre mari ou épouse dans une situation qui est équilibrée? Je sais, vous savez, on ne va pas insister sur cette question, que nos familles sont toutes dysfonctionnelles. Dysfonctionnelles, ça veut dire que nos familles ne fonctionnent pas normalement. Il y a trop de violence, il y a trop de suspicion, il n'y a pas assez de confiance, il n'y a pas assez de collaboration. Et c'est parce que nous en sommes venus à vivre ces situations de dégénérescence nous-mêmes que la théorie du genre aujourd'hui nous menace de manière très, très sérieuse. Nos enfants sont en danger parce que nous les avons mis en danger nous-mêmes avant. Et nous sommes donc responsables. Je ne suis pas là pour vous dire que nous sommes les victimes du grand méchant loup. Je suis en train de vous dire que la théorie du genre est la manifestation extérieure de notre dysfonctionnement. Si nous avions fonctionné comme un homme et une femme, comme une famille fonctionnait pendant des siècles, c'est-à-dire que quels que soient les conflits, on se sacrifiait pour les enfants, la théorie du genre aujourd'hui ne pourrait pas pénétrer dans notre vie. Parce que nous avons nous-mêmes créé la fissure dans laquelle aujourd'hui elle est en train de s'introduire pour massacrer les enfants. Et quand je vous dis massacrer les enfants, c'est vrai. Je ne vais pas faire un long discours parce que je sais que vous avez certainement envie de parler. Je vais vous donner un exemple qui m'a été donné pendant que je vous attendais. Un monsieur m'expliquait, le premier qui est arrivé tout à l'heure, m'a dit qu'il était divorcé, ce qui ne m'a pas étonné, qu'il ne s'entend pas dans le cadre de ce divorce avec son ex-femme, ce qui n'est pas non plus étonnant, et que sa petite fille de 4 ans, dans ce cadre de conflit conjugal, se retrouve l'otage d'une école, où celle-ci, par exemple, quand elle retrouve son père un week-end sur 2, d'après ce que j'ai compris, se cache sous la table, semble manifester une peur énorme, et que quand elle veut aller aux toilettes, à 4 ans, elle demande à faire pipi debout, comme un garçon. Et on nous dit que la théorie du genre n'existe pas, et qu'en aucun cas, elle n'est appliquée à l'école. C'est déjà en pratique en Suède. La question qui se pose aujourd'hui par rapport à cet exemple tragique, c'est, pensez-vous que cet enfant a eu l'idée toute seule de vouloir faire pipi debout? Je ne crois pas. Il y a des gens qui lui ont mis cette idée dans la tête. Donc je voudrais donc vous résumer la situation. C'est qu'ils sont en train de nous bousiller les gosses pendant que les parents bossent. Et du coup, ça m'amène à parler au moins 1 minute ou 2 du travail des femmes. Le travail des femmes a été proposé par le féminisme des années, on va dire 60, comme étant un moyen de libérer les femmes. La conséquence et le résultat de cette libération, aujourd'hui on la voit, les enfants sont les otages de femmes et d'hommes qui ne sont pas leurs véritables parents, qui sont des salariés. Et qui, en tant que salariés, ont eux-mêmes confié leurs propres enfants à d'autres salariés. Et qui, en tant que salariés, je devrais dire en tant qu'esclaves, obéissent à des ordres qui leur sont donnés. Parce que s'ils n'y obéissent pas, ils vont se retrouver sans le fameux salaire dont ils ont besoin pour vivre. Donc tout ça est une succession de causes et d'effets qui nous amène à la période dans laquelle nous nous trouvons et qui est particulièrement tragique. Et dans cette période qui est particulièrement tragique, j'ai lancé les JRE, en échange de quoi on me traite d'extrémiste de droite, et j'ai mis mon poste de professeur en jeu. Pourquoi j'ai fait ça? Et pourquoi je vous le dis? Je ne le dis pas pour me vanter. Je dis parce que des assemblées comme celle-là, j'en ai fait maintenant un certain nombre, et quand je dis que nous allons retirer nos enfants de l'école 1 jour par mois pour signifier que nos enfants nous appartiennent et n'appartiennent pas à l'État, on m'a répondu « Ah oui, mais nos enfants vont subir des représailles. » Quelles représailles? Ils vont avoir un 0, par exemple, à une évaluation le jour où ils ne seront pas là.
Ou bien, ce qui est arrivé à Strasbourg, on a menacé des parents de donner à leurs enfants absents le jour de la JRE 4 heures de colle. Donc, nous sommes face à une institution qui n'entend pas perdre sa nourriture, que sont nos enfants. Et quand j'entends que des parents ont cédé face à 4 heures de colle qui auraient été attribuées à leur enfant, je vous dis que moi, j'ai abandonné mon poste pour être dans ce combat-là, et que je vous demande de vous lever avec la même détermination que la mienne pour sauver mes enfants, vos enfants et les enfants du monde entier. Et je m'adresse particulièrement aux croyants, nous aurons devant Dieu, le jour du jugement, des comptes à rendre sur cette question. On n'y échappera pas. Nous sommes, je le dis souvent, dans une période qui ressemble à celle de Lot. C'est-à-dire que la question qui se pose pour nous aujourd'hui, alors que Dieu veut détruire tout ça parce que ça commence à bien faire et que nous demandons grâce et un délai supplémentaire, alors Dieu nous demande d'aller chercher les 40 justes pour qu'on arrête avec cela. Et la question que je vous pose, c'est allez-vous venir avec moi chercher les 40 justes pour que nous arrêtions avec cette décadence qui va conduire nos enfants dans une situation qu'on n'imagine pas. Je voudrais quand même saluer les catholiques. Parce que grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui. Beaucoup de musulmans sont présents aujourd'hui dans cette salle, voire 90% de musulmans sont présents dans cette salle parce que les catholiques ont résisté, se sont levés par rapport au mariage homosexuel. Et vous savez que eux aussi, ils ont été insultés de tous les noms pour discréditer le combat qui était le leur, alors que ce combat était notre combat à tous. Les musulmans, et je vous le reproche, ont commis l'erreur de ne pas se joindre aux catholiques lorsqu'il était encore temps d'empêcher le mariage homosexuel de passer. Beaucoup de musulmans m'ont dit, c'est les koufars, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, moi avec mes prières et ma religion et mon foulard, je vais m'en sortir. Le résultat, c'est que le mariage gay aujourd'hui, c'est lui seul qui permet l'introduction de la théorie du genre. Parce que maintenant les homosexuels du lobby, parce que tous les homosexuels ne sont pas dans la situation de vouloir nous voler nos enfants. Mais les groupuscules LGBT, c'est-à-dire des intégristes homosexuels, des homosexuels intégristes, veulent nous voler nos enfants parce qu'ils ne peuvent pas en avoir. Et ça commence gentiment, je dirais, en mettant un prix sur cet enfant, 20 000 ou 30 000 euros. Mais bientôt, ils les auront gratuitement, parce que vous serez enchaînés. Et vous les porterez, vous mesdames, des enfants en étant enchaînés qu'ils recueilleront à la sortie de votre ventre. Non seulement dans les pays du tiers-monde, mais pourquoi pas ici en France? Qu'est-ce que vous en savez? Je veux dire par là que lorsque nous acceptons doucement de descendre vers la dégénérescence et la décadence, la situation elle n'est pas faite pour s'améliorer, et pour personne, elle est faite pour s'aggraver. Hier, il n'y a pas si longtemps, le mariage homosexuel, c'est-à-dire la légalisation d'une relation qui ne peut pas être légalisée de cette façon, tout simplement parce qu'elle n'est pas capable d'enfantement. Tout simplement cela. Cette situation aujourd'hui légalisée conduit à ce que nous soyons menacés, les femmes en étant des porteuses de bébés pour ces gens-là, et les hommes en étant des pourvoyeurs de sperme. Cette situation nous entraîne aussi maintenant à ce que cette fameuse théorie du genre, idéologie du genre, je devrais dire, s'intègre dans les programmes scolaires tout en cachant son nom, pour que justement, peu à peu, nos enfants finissent par considérer eux-mêmes que dans la peau d'un garçon, avec un sexe de garçon, ils sont peut-être une fille. Et que dans la peau d'une fille, ils sont peut-être un garçon. Et que non seulement ils peuvent envisager d'avoir un genre, une identité contraire à leur nature sexuée, mais aussi qu'ils peuvent avoir des sexualités tout à fait nouvelles. Des sexualités que nous ne pouvons accepter. Pourquoi ? Parce qu'elles ne permettent pas d'élever des enfants. Alors, j'ai un petit livre ici que je vais vous résumer. La théorie du genre n'existe pas, mais il publie beaucoup de bouquins. Ça s'appelle « 10 mamans ». Le maman porte un S. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la grammaire française, le S, ça veut dire qu'il y en a plusieurs.
Moi, ma mère, j'en ai eu qu'une. Je ne sais pas comment j'aurais pu lui mettre un S sur sa tête. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, nos enfants, eux, ils vont écrire 10 mamans avec un S. Ils vont lire des textes où le mot maman sera mis au pluriel. Où le mot papa sera mis au pluriel. Où le pronom personnel il ou elle va désigner quelqu'un de indifférencié. Indifférencié, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Et petit à petit, tous nos enfants en classe vont se retrouver complètement empoisonnés à l'intérieur d'eux-mêmes dans l'identité la plus profonde de l'être, c'est l'identité sexuelle. Et dans ce petit livre Dit maman, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un petit garçon qui s'appelle Théo, qui a 2 mamans. Et à l'école, la maîtresse lui demande de dessiner son arbre généalogique. Qu'est-ce qu'un arbre généalogique? C'est un dessin dans lequel on montre sur un arbre qui était son père et sa mère, qui était son grand-père et sa grand-mère. Enfin, d'ailleurs, on a 2 grands-pères et 2 grands-mères, ça oui, c'est vrai. Là, c'est vrai. Et puis, on remonte encore dans la génération plus haute, et on va dessiner qui étaient ses arrière-grands-parents. Alors Théo, qui a 2 mamans, il dessine un arbre généalogique où il a 2 mamans. Ça, c'est un livre dessiné aux 4 ans. 4, 5, c'est la maternelle jusqu'à la grande section. Donc il va dessiner un arbre généalogique où il y a 2 mamans. Ensuite, assis à côté d'une petite fille qui s'appelle Pauline, il montre son arbre généalogique à sa camarade de classe et celle-ci va se moquer de lui en lui disant « Mais de maman, c'est pas possible. T'as commis une erreur quelque part. » Ce qui est intéressant, c'est que l'institutrice va se mêler du dialogue entre les 2 enfants. Et l'institutrice, ça veut dire que ça représente l'école, dans le livre pour les enfants. L'institutrice va dire « Oui, oui, c'est vrai, parce que de toute façon, on ne peut pas le nier. On fait un enfant avec un homme et une femme. Mais, alors je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Mais, je cherche la page parce que il y a plein de façons de composer une famille, figurez-vous. C'est-à-dire qu'elle raconte aux enfants de la classe, à partir de l'arbre généalogique de Théo qui fait apparaître 2 mamans, elle dit que des familles, il y en a plusieurs sortes, c'est-à-dire plusieurs catégories, plusieurs façons différentes de composer une famille. Alors, vous avez cette double page là qui est très intéressante et je vais vous la décrire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes qui représentent 6 modèles de famille proposés. Comme s'il pouvait y avoir plusieurs modèles. Par définition, le modèle est unique. Sinon, ce n'est pas un modèle. Alors là, on vous en propose au moins 6. Parce que vous verrez à la fin de la page qu'on peut encore en inventer d'autres. Et c'est de pire en pire. Première solution pour composer une famille, c'est celle que nous connaissons tous, sur lesquelles nous avons craché. C'est le père, la mère et les enfants. Et nous avons craché sur ce modèle-là. Résultat, je ne reviendrai pas sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le deuxième modèle proposé, c'est la mère seule avec des enfants. Ils appellent ça une famille monoparentale, un seul parent. Et c'est une maman toute seule avec des enfants. D'ailleurs, à ce propos, je peux faire une parenthèse, c'est que les familles de femmes seules avec des enfants, il y en a de plus en plus. Et c'est devenu tellement honteux, cette situation, que je voudrais souligner ici que des pères qui se sont donc séparés de la mère de leurs enfants en arrivent même à considérer qu'ils n'ont aucune pension alimentaire à donner à leurs enfants. Comment voulez-vous, quand on en est là, que la théorie du genre n'entre pas à l'école? Donc, deuxième modèle qui est proposé, une mère avec 2 enfants. Troisième modèle, à votre avis, un père avec les enfants. Alors là, on aggrave un peu les choses, je vais vous dire pourquoi, parce qu'évidemment, un homme tout seul avec des gosses, déjà une femme, c'est pas marrant, mais alors un bonhomme, c'est carrément la panique. Hein. Je l'ai vu,
Je peux vous dire que c'est quand même pas merveilleux pour les enfants, et c'est même pas merveilleux pour le père et l'homme lui-même. C'est normal. C'est normal qu'il soit là à pleurer, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il n'est pas à l'école. Il a apprécié. Alors, on en est arrivé au stade où maintenant, ces 3 compositions familiales paraissent normales à tout le monde. Hein. Ça ne vous empêche pas de dormir, de savoir qu'il y a des femmes seules qui élèvent leurs enfants, ou des hommes seuls qui élèvent leurs enfants. Ça y est, c'est fait, c'est acquis. Exactement comme l'idée que Dieu n'existe pas est acquise, il est acquis qu'une femme seule, c'est une situation normale, et un homme seul avec ses enfants, c'est une situation normale. Nous nous trouvons maintenant à contester, heureusement quand même, ici, dans cette salle en tout cas, pas partout, hein, parce que pour d'autres secteurs de la société française, la 2e page que je vais vous montrer est déjà acquise comme modèle auquel on peut se référer. Pour nous, pas encore, parce que sinon vous ne seriez pas là. Donc, le 4e modèle, j'en ai des frissons dans le dos, hein, je vous le dis, j'arrive pas à m'y faire. 2 femmes et des enfants. Bon, ça, j'arrive pas à m'y faire. C'est vrai que moi aussi, je me suis habituée à l'image de la femme seule avec ses enfants. Mais 2 femmes avec des enfants, j'y arrive pas. Et puis, vous allez bien évidemment avoir la suite. Le corollaire, c'est 2 hommes avec des enfants. Alors, on aurait pu dire, bon, ben, ça va s'arrêter là. Pas du tout. Vous avez la dernière ligne montrée à des enfants de 4 ans, 2 hommes plus 2 femmes, et un enfant. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'on en est à multiplier le nombre de partenaires dans le mariage, parce que là, il ne s'agit pas d'une partouze, hein. Là, on est en train de nous dire que c'est du mariage, ce dont je vous parle. C'est ça qui est grave. Parce que les partouzes, on sait que ça existe. Mais là, je vous parle d'un cadre familial pour élever des enfants. D'accord? Donc, la 6e combinaison qui nous est proposée, c'est 2 femmes, 2 hommes, et d'ailleurs, plus on augmente le nombre d'adultes, et plus le nombre d'enfants diminue. Vous avez vu? Au début, un homme et une femme, ils ont 3 enfants. Lorsque on a une femme seule et un homme, on n'a plus que 2 enfants, et au fur et à mesure qu'on s'approche de la situation où on a 2 hommes et 2 femmes, il ne reste plus qu'un enfant. Ce qui veut dire qu'ils vont en acheter s'ils en veulent un 2e. Est-ce qu'on peut avoir d'autres chaises? J'ai assez mal au cœur que des gens passent comme ça. Mais enfin, vous allez souffrir un peu. Finalement, c'est pour la bonne cause. Allez. Ceux qui se fatiguent peuvent se relayer sur les chaises. Merci. Bien, je continue, si vous le voulez bien, parce que je tiens quand même beaucoup à vous montrer les livres qui sont diffusés. Qu'est-ce que tu veux, Amir? Ouais, c'est pas grave, Habibi. Voilà le chant. Pourquoi c'est grave après? Tu l'as là? Dis maman avec un S, où à la fin de cette histoire, vous avez comme proposition à des élèves de 4 ans en maternelle, probablement grande section, différentes compositions familiales qui partent du couple, comme ils l'appellent, hétérosexuel, c'est une aberration. Ils ont inventé le mot hétérosexuel parce qu'ils ont voulu nous imposer le mot homosexuel. Et ils ont ainsi fait en sorte qu'on se retrouve à égalité. Or, il n'y a pas d'égalité entre l'hétérosexualité et l'homosexualité. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité puisque, effectivement, il n'y a pas de similitude. Il y a égalité dès lors qu'il y a similitude. Il y a égalité dès lors qu'il y a similitude. J'ai un intello là au premier rang, c'est vachement bien. Non mais c'est tout à fait ça, mais je ne méprise pas les... Le slogan lui-même, il est... Je vais vous donner le micro. C'est un leurre en fait. Ok, on est tout à fait d'accord. Il y a deux. On est tout à fait d'accord. Donc, est-ce que ces 6 combinaisons sont normales
dans le cadre de ce livre et dans le cadre de l'idéologie du genre diffusée de manière pernicieuse à nos enfants, la réponse est oui. Et est-ce que ça se termine avec 2 hommes, 2 femmes et un enfant? Non, ça peut encore se poursuivre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre qui l'écrit en destination des enfants, puisque en bas de cette page, vous avez écrit, après toutes ces combinaisons de plus en plus délirantes, vous avez etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça va être, le etc., etc., etc. Ben moi, je vais vous le dire, je l'ai dit dans une mosquée de Sarcelles, où j'ai pris des précautions oratoires parce que j'étais dans une mosquée et j'ai été extrêmement agréablement surprise par les familles qui étaient présentes, et c'était plein comme aujourd'hui, m'ont dit « Allez-y, dites les choses, et n'ayez pas peur d'employer un vocabulaire qui d'ordinaire nous choque, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mettre des mots sur le cauchemar qui est en train de nous être imposé. » Et donc j'ai mis des mots dans une mosquée, rendez-vous compte où nous en sommes aujourd'hui, mais il le faut. J'ai dû dire, par exemple, dans cette mosquée à Sarcelles, que les enfants à la crèche étaient déjà concernés, puisque le rapport extrait là, E-S-T-R-E-2-L-A, propose aux enfants à partir de l'âge de 3 mois, jusqu'à 3 ans, ou 2 ans, puisque maintenant on veut même les amener à l'école de plus en plus petits, des activités qu'il nomme d'exploration corporelle et qui n'est rien d'autre que l'apprentissage de la masturbation en crèche. Et si vous ne me croyez pas, vous allez sur Internet, vous tapez le mot clé, le rapport Estrella, et vous le lirez de vos yeux comme document officiel qui fonde aujourd'hui les orientations, je ne sais pas si on peut appeler ça pédagogique, oui, une certaine pédagogie satanique certainement, des crèches. Le rapport de l'OMS, en effet. Le rapport de l'OMS. Alors, est-ce que, après avoir laissé passer, je parle en tant que musulmane, le mariage homosexuel, nous allons maintenant nous dire que nous allons échapper au massacre que prépare le gender sous prétexte qu'on aurait plus la foi que les autres, ou qu'on aurait plus de mérite à être ceci ou cela. Je vais tout de suite vous donner mon sentiment. Nous allons exactement tomber comme les autres et parfois même plus bas que les autres. Parce que celui qui ne se bat pas, il est forcément plus bas que celui qui se bat. Et on peut se demander, par exemple, quelles peuvent être les combinaisons qui viendront après celle-ci. Qu'est-ce qui a une idée? Moi, j'ai une idée. Ouais. Le père qui se marie avec sa fille. Le père qui se marie avec sa fille. La mère qui se marie avec son fils. La mère qui se marie avec son fils. Les frères et les sœurs. Entre eux. Le frère et la sœur. Et le frère et la sœur. Ça n'a pas de fin. D'ailleurs, il nous propose une existence de pervers polymorphes. C'est comme ça qu'il le nomme. C'est-à-dire, en termes simples, il nous propose une existence de salopard. Donc, je vais bientôt vous passer la parole dans la salle. Et je voudrais, avant de vous passer la parole dans la salle, revenir sur la conclusion de ce livre, dit Maman. C'est que finalement, Pauline, Camille et Théo se retrouvent à la sortie de l'école. Et puis Théo, comme il a été soutenu par la maîtresse, va inviter l'une de ses petites camarades à la maison, qui découvrira en effet les 2 mamans en question, l'une qui fait à manger en robe, et puis l'autre qui en pantalon donne un biberon. C'est sûr qu'elle va donner un biberon, parce que dans le sein qu'elle a elle-même, il n'y a plus rien. Qu'elle l'a acheté, je ne sais pas sur quel marché. Avec le biberon en prime, vous savez. Enfant plus couche et biberon. Un seul lot. Le kit. Et la petite fille qui au début était choquée par la présence de 2 mamans dans le foyer de Théo, et bien à la fin de l'histoire, elle trouve ça tout à fait bien, tout à fait normal. Et ça se passe à l'école. Et c'est à cela qu'on veut
conduire vos enfants pendant que vous êtes en train de travailler ou que vous êtes en train de faire le marché, à courir derrière les soldes et les réductions en tout poil. Pendant que vous êtes à Carrefour en train de rêver devant un écran plat, ou que vous êtes sur une caisse d'un magasin quelconque, ou que votre mari est en train de trimer, vos enfants sont les otages d'une institution qui est en train non seulement de vous les voler, mais c'est fait depuis 1936, n'est-ce pas, monsieur Gilbert Castellanès, je crois, mais qui est en plus en train de les transformer en marchandises sexuelles. Il faut aussi dire que ça va continuer, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas à l'école maternelle. Une fois que ça sera commencé, ils vont continuer en primaire et puis au collège. Vous avez raison de me le signaler, je ne parle pas seulement de l'école. Moi, je montrais le maternel parce que ça paraît encore plus choquant à tout le monde. Parce qu'on va évidemment, c'est la conclusion qui doit être la mienne, on va évidemment tenter d'influencer les petits. Pourquoi ? Parce que plus on est petit et plus on est malléable. Il est évident que si à moi on vient raconter des insanités pareilles, j'aurai une réaction de défense. Et donc ils ne peuvent pas attendre que les enfants aient 16 ans ou la majorité 18 ans et dispenser ce prétendu type d'enseignement même à l'université. Parce que leur objectif, c'est vraiment de transformer l'être humain, de les formater avant, et ça ne se fera que dans les périodes où fragiles, où d'ailleurs un garçon ou une fille de 3-4 ans, ils n'ont même pas encore vraiment dans la tête bien la notion de savoir à quel sexe ils appartiennent. Ça va se savoir petit à petit dans leur évolution naturelle, mais on va les choper justement au moment où la cire n'est pas encore formée, et là on va y mettre une empreinte indélébile. Et pourquoi c'est possible cela ? C'est possible parce que notre ministère s'appelle l'Éducation nationale. Tout le monde est habitué à cette appellation et personne n'y voit le moindre problème. Or, le problème, il est là. C'est totalitaire, monsieur Castellani, absolument. C'est-à-dire que ce ministère ne s'est pas toujours appelé ministère de l'Éducation nationale. Il s'est appelé ministère de l'instruction publique jusqu'à 1936, 33, 34, bon bref, au milieu des années 30. Et à partir du milieu des années 30, on a changé de nom. Mais on ne s'est pas limité à faire un changement de nom. Changer de nom, ça a été aussi un changement de mission. C'est-à-dire que l'État, jusqu'à présent, considérait que son rôle, c'était d'apprendre à lire et à écrire et à compter aux enfants qui leur étaient confiés dans la journée. Et à partir du milieu des années 30, lorsqu'on est passé du ministère de l'Instruction publique au ministère de l'Éducation nationale, l'État a considéré qu'il devait avoir une mission d'éducation, et c'est là où il a pris la place des parents, parce que l'éducation, en vérité, relève de la mission des parents, et des parents unis. Il a fallu aussi désunir les couples pour que cette mission puisse passer dans les mains de l'État. Je vous en prie, c'est normal. Il y a beaucoup de monde, je ne sais pas quoi faire là. Enfin, c'est bien, c'est bien. Donc, il a... Prenez le temps. Le nom du ministère Éducation nationale, c'est ce qui a permis finalement de mettre la main sur l'éducation de nos enfants de manière tout à fait progressive. Rien ne se fait en 5 minutes du jour au lendemain. Et nous en sommes maintenant arrivés, dans le cadre de l'éducation nationale, à ce que l'incursion dans nos vies de famille se fait jusque dans le plus intime de notre vie de famille, puisque déjà avec les cours d'éducation sexuelle, je vous signale que on entrait dans un domaine qui normalement ne relève pas de la compétence de l'État. Alors, l'éducation sexuelle a en plus été faite d'une manière extrêmement perverse, puisque
on a montré des corps en action, sous prétexte de chair vivante, mais on n'a jamais évoqué la relation. Et c'est ça qui est grave. Si encore on avait fait de l'éducation sexuelle en parlant de la relation, c'est-à-dire de ce qui unit par principe un homme et une femme. Non, l'éducation sexuelle, ça a été ce qui unit deux sexes, et non pas deux cœurs, pour parler en termes simples. Donc déjà, il y avait une déviance. Et cette déviance, on l'a laissée passer. Tous. Ensuite, maintenant, on en arrive dans une situation où, à cause du mariage homosexuel, des groupuscules LGBT, L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, et T pour transsexuel, ça veut dire celui qui fait l'opération pour changer de sexe, deviennent des intervenants extérieurs qui entrent dans la classe de vos enfants. Ils sont agréés. Et cette expérience se mène déjà depuis la rentrée 2013. Dans 10 académies, ce sont des centaines d'élèves qui sont déjà touchés. Et ça va être généralisé à la rentrée 2014. Et donc, la théorie du genre qui n'existe pas et qui est dénoncée par une femme d'extrême droite que je suis, eh bien, va se généraliser de la crèche au lycée, et ça atteindra même l'université. Alors, vous pouvez penser, comme m'ont dit certains catholiques ou certains musulmans, nous allons protéger nos enfants d'une façon certaine en les mettant dans des écoles privées ou en les gardant à la maison. Mais le problème, tout ça pour s'éviter de combattre. Oui, mais il y a aussi une loi. Non, mais on va pas parler. Je sais. Donc on va trouver des solutions individuelles ou individualistes pour essayer de sauver nos enfants. C'est un réflexe qui est compréhensible, surtout dans l'époque moderne, où la solidarité et l'individualisme a pris le pas sur les comportements et les réactions de défense collective. Mais le problème qui va se poser à ces enfants qui auront été protégés, c'est qu'un jour ils vont bien sortir de l'école et un jour vous allez bien mourir. Avec qui vont-ils se marier? Avec qui vont-ils travailler? Dans quel village, dans quelle ville, dans quel quartier vont-ils habiter? Au milieu des LGBT. Donc on ne peut pas s'en tirer avec ce calcul-là. Et lorsque je vous disais qu'en 1880, quand on a mis en place l'école publique, c'était pour rendre les gens athées, j'ajoute qu'en 1990, Lionel Jospin, encore un socialiste, décidément, il joue un rôle tout à fait destructeur aujourd'hui et depuis peut-être toujours dans le monde, mais pourtant ça ne vous empêche pas de voter pour eux. Là. À 90% ou 93%, d'après les chiffres qu'on m'a donnés, mais c'est peut-être de l'intox, les musulmans auraient voté Hollande. Vous avez voté pour quelqu'un qui a fait voter le mariage homosexuel qui est interdit par votre religion. Donc ça, il faudrait quand même que... Et il s'en est pas caché, c'était dans son programme. Tout était marqué. Les musulmans n'ont pas d'excuses. Le musulman qui a voté pour Hollande, alors que tout était transparent sur ses intentions, il a voté pour quelqu'un qui veut précipiter la fin. Et ça, c'est très grave. Mais on ne va pas parler de ça maintenant. Donc, après avoir créé une école d'athées, ils ont créé aussi une école d'illettrés. L'échec scolaire a explosé dans les années 90-2000, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait en sorte que nos enfants n'apprennent pas bien à lire et à écrire à l'école. C'est la raison pour laquelle, moi, je fais l'école à la maison depuis 8 ans. Bien. Maintenant, on arrive à une troisième étape, c'est le LGBT. Donc, en résumé, nous avons historiquement une évolution qui peut se résumer en 3 mots. Le bilan de l'école publique, c'est athée, illettré, LGBT. Vous avez laissé passer la première étape. Vous avez laissé passer la deuxième étape.
est-ce que vous allez laisser passer la troisième? Ben, je l'entends, c'est pas fort, hein, vos réponses. Est-ce que vous allez laisser passer la troisième étape? Non. Voilà, c'est mieux. Est-ce que vous êtes d'accord pour en payer le prix? Oui. Est-ce que vous connaissez le prix? Non. Non. Alors on va en discuter justement de ce prix. C'est important. Et nous allons en discuter. Je ne vais pas en parler de manière sous forme de monologue. La CAF, l'école, les machins. Moi je vais vous dire un truc, hein, sur la CAF, j'ai réglé le problème, j'y ai renoncé. Vous voyez? J'ai renoncé aux allocations familiales. Et vous ne pouvez pas savoir comment je me sens bien. Bon, mais je ne vais pas me donner en modèle pour tout. Voilà. Mais c'est pour vous dire que quand je dis des choses, ce n'est pas pour vous faire faire à vous ce que je ne me suis pas imposé à moi-même. D'accord? Donc effectivement, nous allons nous battre, j'en suis convaincue. Mais je sais que le combat, parce que là, quand on est plusieurs au show, là, on est très fort. Quand vous allez vous retrouver tout seul en face de votre directrice, ça va être autre chose. Mais on va se rappeler de cette réunion-là, et on va se rappeler qu'on n'est pas tout seul. Donc là, je vais terminer en vous disant qu'il est question d'interdire avec la GIR la théorie du genre à l'école. Pourquoi je parle d'interdiction? C'est encore une chose que je voudrais que vous compreniez pour le transmettre autour de vous. Il n'est pas question d'être contre la théorie du genre. Il n'est pas question de créer des slogans anti ou non à la théorie du genre. Ce sont des slogans négatifs qui nourrissent l'adversaire. C'est-à-dire que ces slogans permettent à l'adversaire d'être dans la norme et nous dans l'opposition. Or, la vérité, ce sont eux qui s'opposent à la norme que nous représentons. Si nous parlons d'interdiction, je dirais que c'est pour le mettre et les installer, puisqu'il y a des musulmans, je vais employer le terme, dans le domaine du haram. L'interdiction, c'est l'interdiction du vol, c'est l'interdiction du viol, c'est l'interdiction du mensonge, c'est l'interdiction de la domination. Le haram, pour les catholiques qui sont présents ici, c'est le péché. Et pour les laïcs et pour les agnostiques, on peut dire que le haram, c'est ce que la loi considère comme illicite. Et nous pouvons être athées et considérer que l'introduction de la théorie du genre à l'école doit être illégale, illicite. Si bien que nous soyons juifs, catholiques, musulmans, athées, agnostiques, et j'en passe. Nos amis les bouddhistes peuvent aussi nous rejoindre. Nous devons tous être pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école.